Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration détaillée. Aujourd'hui, on se penche sur des notes de cours assez denses qui préparent à un examen clinique bien spécifique au Canada, l'ECOS de la CNE ou NAC-OSCE. C'est ça. Notre but, c'est de comprendre un peu l'essence de cette approche structurée qu'on demande en évaluation clinique. Mhm. Alors, la source, c'est un document de Dieudonné Mugénie, notes du cours et explications. On va essayer d'en extraire les principes, les points clés. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est comment on évalue les compétences cliniques à travers des cas concrets, genre douleur à la poitrine ou mal de tête. Tout à fait. Et surtout, comment le questionnement structuré et le raisonnement sont centraux là-dedans. Bah oui, et ce qui frappe d'emblée, vous savez, dans ce genre d'éval, c'est vraiment l'importance de la structure. L'évaluation, le diagnostic, ça pèse 65 à 75% de la note. Ah oui, quand même. Oui, et la prise en charge, la communication, c'est 10 à 20% chacune. Donc ça montre bien que la méthode, la rigueur, c'est pas juste un détail, quoi. C'est clair. C'est pas juste savoir des choses, c'est savoir comment les organiser, comment chercher. Exactement. Et au fond, cette idée de pensée structurée, ça dépasse la médecine, non? Pour n'importe quel problème un peu complexe. Ah mais complètement, c'est une compétence super utile partout. On va voir comment des petits détails comme l'âge, le sexe ou même des acronymes un peu barbares comme PQRSTUV, ça aide à y voir plus clair. Allez, on attaque? C'est parti. Alors, premier point que la source met en avant. Il faut formuler vite des hypothèses, des pistes de diagnostic, quoi. Ouais, tout de suite. Le conseil, c'est d'en avoir 2 ou 3, peut-être 4 maxi, pour guider l'entretien, même si on en a plein d'autres en tête. Mhm. C'est comme une boussole en fait. Et surtout, les écrire, pour pas les zapper sous le coup du stress. Ah ça c'est crucial. Le stress de l'examen, on peut vite perdre le fil. Et pour lancer ces hypothèses, il y a 4 infos de base qui sont souvent décisives d'après les notes. Oui, 4 éléments qui filtrent pas mal au début. Le sexe du patient, son âge, ses antécédents, les antécédés comme on dit, et puis les signes vitaux. Parfois on nous les donne, parfois faut aller les chercher. Prenons l'exemple de la douleur thoracique. C'est un grand classique. Oui, Les notes rappellent que statistiquement, les hommes, ils sont plus à risque pour l'angine de poitrine, l'infarctus, l'IDM. c'est vrai. L'âge aussi, bien sûr. Après 40 ans chez l'homme, 50 chez la femme, paf, le cœur devient prioritaire. Voilà. Alors que chez quelqu'un de plus jeune, on va peut-être penser d'abord à une attaque de panique ou un truc musculaire, osseux. Et les antécédents, alors là? C'est une mine d'or, comme vous disiez. Ah oui, quelqu'un qui a déjà de l'hypertension, du diabète, du cholestérol, l'hypothèse cardiaque, elle monte en flèche forcément. Une grippe récente? On pense péricardite. Un antécédent de phlébite, de TVP, ou un cancer connu. Attention, embolie pulmonaire, l'épée. Des troubles psy. L'attaque de panique revient sur le tapis. Ça permet vraiment d'ajuster ses paris initiaux si on veut. Pareil pour les signes vitaux, non? Tout à fait. Fièvre et cœur qui bat vite. La tachycardie, ça peut faire penser à une EP ou une péricardite. Respiration super rapide. La tachypnée, euh, peut-être un pneumothorax. Chaque signe oriente un peu plus. Ce qui est fou, c'est que la source détaille même comment entrer dans la salle d'examen. Ça montre le niveau de détail attendu. Ah oui, c'est très codifié. Il y a tout un rituel. Frapper, entrer, bien visible avec ses badges, donner un badge à l'examinateur, puis se laver les mains au gel hydroalcoolique. D'accord. Et seulement après dire bonjour au patient, pas avant. Ensuite, on se présente, on explique ce qui va se passer, on demande la permission de continuer, et tout à la fin, on confirme bien l'identité. L'hygiène avant le bonjour et vérifier l'identité pour être sûr de ne pas se tromper de personne. Logique. C'est ça. Parce qu'une erreur sur la fiche, ça peut arriver. Et pour démarrer l'interrogatoire, l'anamnèse, une question ouverte, c'est mieux. Oui, c'est ce qui est recommandé. Un truc simple comme comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui vous amène? Et les notes insistent aussi sur le fait de montrer qu'on observe. Si le patient a l'air d'avoir mal, on peut dire je vois que vous semblez souffrir. Ça crée le contact, l'empathie. Exactement. Et un autre point super important à aborder, la confidentialité. Faut la poser dès le début. Surtout si on va poser des questions intimes. Oui, voilà. Avec un ado sur sa sexualité ou dans un cas de violence conjugale. Dire clairement, tout ce qu'on se dit reste entre nous, ça peut vraiment aider à libérer la parole. Bon, une fois que le patient a dit pourquoi il venait, sa plainte principale, comment on creuse ça méthodiquement? La source parle de DEDE. Oui, DED. C'est un petit moyen mnémotechnique.
début, évolution, durée, pour cadrer le symptôme dans le temps. Alors, le début, D. On cherche les circonstances. Est-ce que c'est arrivé d'un coup, brutalement, comme un coup de tonnerre? Genre urgence? Voilà, ça peut être une rupture d'anévrisme, une EP, un infarctus, même une attaque de panique, ça peut être très soudain. Ou alors, est-ce que ça s'est installé petit à petit, progressivement? Ça oriente plus vers une péricardite, une pneumonie, un zona. D'accord. Et l'évolution, E? C'est pour savoir si c'est tout le temps là, constant, ou si ça va et ça vient, intermittent. Si c'est intermittent, est-ce qu'il y a un lien avec quelque chose? Les repas, par exemple, pour un ulcère. Et enfin, la durée, D. Aigu ou chronique. Depuis quand ça dure, en gros? Exactement, une fois qu'on a ce cadre temporel avec DDED, on passe à la description plus fine du symptôme. Et là, il y a un autre outil très fort mentionné pour ça, PQRSTU. Ah, le fameux PQRSTU. Ça a l'air d'être un morceau important de la méthode. C'est un pilier, oui. Chaque lettre, c'est une dimension à explorer, surtout pour la douleur, mais ça s'adapte. Alors, allons-y. Le P. P pour position provoquée palier. Position. Où exactement? Demander de montrer avec le doigt, c'est souvent très parlant. Une douleur vague qui bouge, c'est pas pareil qu'une douleur pile à un endroit. Provoquer, palier. Provoquer. Qu'est-ce qui déclenche ou qui empire la douleur? L'effort? Respirer à fond? Manger? Palier. Qu'est-ce qui soulage? Le repos? Une position? Se pencher en avant pour la péricardite, c'est typique. Ou un médicament, comme la trinitrine pour l'angine. Ok. Le Q. Douleur. Une pesanteur, un serrement, un écrasement. Ça fait très cardiaque. Une déchirure, aorte. Une brûlure, digestif. Une décharge électrique, nerf. Les mots utilisés sont des indices. R. R pour radiation ou irradiation. Est-ce que ça reste sur place ou est-ce que ça voyage? Et où? Vers la mâchoire, le bras gauche, classique pour le cœur. Dans le dos, aorte. Vers l'épaule droite, vésicule biliaire. Ces trajets sont souvent assez typiques. S. S pour sévérité. Classiquement l'échelle de 1 à 10. Mais au-delà du chiffre, si quelqu'un dit 8 sur 10, 9 sur 10, c'est un moment clé pour montrer de l'empathie. Juste dire « Ah oui, ça doit être terrible » ou « Je suis désolé que vous ayez si mal », ça compte. T. T pour temps. Timing. Et surtout, trauma. Est-ce que ça arrive à un moment précis? La nuit? Le matin? Une douleur qui réveille la nuit, c'est souvent un drapeau rouge, un signe d'alerte. On peut aussi revérifier le lien avec la position ici. Et faut toujours demander s'il y a eu un trauma récent, un choc, une chute, même si ça paraît pallier. D'accord. Mhm. U pour Your Life, l'impact sur la vie. En quoi ça gêne au quotidien? Le travail, les loisirs, le sommeil, l'humeur. C'est une autre façon de mesurer la sévérité, et encore une occasion d'empathie. Attention, les notes disent de ne pas reposer la question si on utilise aussi l'outil PICA. Picard, on y reviendra. Et le V? V pour vue. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Sinon, qu'est-ce qui a été fait avant? Examen, traitement, et qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? L'historique, c'est fondamental. C'est super structuré, c'est vrai. Mais le piège, c'est pas de réciter ça comme un robot, hein. De perdre le côté humain. Excellente remarque. Et la source insiste là-dessus. PQRSTUV, c'est pas une checklist à lire bêtement, c'est une boîte à outils. Mhm. Les questions, faut les poser naturellement, dans la conversation. Et surtout, elles doivent être guidées par les hypothèses qu'on a posées au début. On va pas creuser chaque lettre pareil pour tout le monde. On cherche ce qui va nous aider à confirmer ou infirmer nos pistes. Et l'écoute active, c'est la clé pour rebondir. D'accord. Une structure souple, au service du raisonnement. Alors après DED et PQRSTUV pour la plainte principale, on va où? On élargit un peu le cercle. D'abord, on cherche les signes généraux. Fièvre, frisson, sueur, surtout la nuit. Est-ce qu'il y a eu une perte ou un gain de poids récent sans explication? Comment est l'appétit? Ça peut orienter vers une infection, une inflammation, un cancer. Exactement. Puis on passe à la revue des systèmes, ou recherche des signes associés, les SGA. Et là aussi, il faut être logique, j'imagine pas tout passer en revue au hasard. C'est ça. On commence par les systèmes les plus probables, ceux qui sont liés à nos hypothèses. Si on pense au cœur, on va chercher l'essoufflement, les palpitations, les jambes qui gonflent. Si on pense aux poumons, On demande pour la toux, les crachats. Est-ce qu'il y a du sang dedans, l'hémoptysie? Est-ce que ça fait mal quand on respire? et pour le digestif, Nausées, vomissements. Tiens, les notes donnent même un acronyme pour décrire les vomis. COQ, C-O-Q-S. Couleur, odeur, consistance, quantité, sang. Bon, l'idée c'est d'être précis. On demande aussi pour le transit,
Diarrhée, constipation, l'aspect des selles. Est-ce qu'elles sont noires comme du goudron, le méléna? Les notes mentionnent aussi un acronyme pour l'attaque de panique, Students Fear Treaties. Ça montre qu'on peut avoir des penses bêtes même pour le psy. Oui, ça aide à vérifier les critères. Mais bon, au-delà de tous ces acronymes, le truc essentiel, ça reste l'écoute. La source le redit. Ne jamais redemander une info que le patient vient de donner. Oui, ça casse tout. Ça montre qu'on n'écoute pas, ça brise la confiance, c'est rédhibitoire. Et pour passer d'une partie à l'autre de l'interrogatoire, c'est bien d'utiliser des phrases de transition, non? Oui, c'est recommandé. Quelque chose comme bon, merci pour ces détails sur votre douleur. Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre santé en général, si vous voulez bien. Ça aide le patient à suivre où on va. Logique. Et après ça, on complète avec quoi? Les antécédents? Oui, les antécédents personnels et familiaux. Les notes citent des cadres comme MGOS ou AMPEL, mais sans trop de détails ici. Et puis, les habitudes de vie. Alcool, tabac, drogues, le fameux TAT, hein. L'exercice, l'alimentation, la profession aussi, pour voir s'il y a des expositions particulières. Et ce PICA dont on parlait? Perception, impact, crainte, attente. On peut l'utiliser quand? Ben, un peu n'importe quand en fait. Surtout si on est un peu bloqué ou vers la fin. C'est un outil qui se centre vraiment sur ce que vit le patient. Comprendre ce qu'il pense de son problème, perception, comment ça l'affecte, impact. Ce qui lui fait peur, crainte, et c'est pas toujours ce qu'on imagine. Et ce qu'il attend de nous, attente. C'est super important pour créer une bonne relation et pour être sûr qu'on répond à ses vraies préoccupations. Même juste aborder un de ces points, c'est déjà bien. Parlons d'un cas précis abordé dans les notes SIN, les céphalées, les maux de tête. J'imagine que l'approche structurée s'applique là aussi, hein. Ah oui, tout à fait. L'anamnèse, c'est un peu la clé. Début brutal ou progressif, localisation, un côté, les deux, qualité. Ça tape, ça serre, intensité, le pire mal de tête de ma vie, ça, c'est un signe d'alerte majeur. Durée, horaire, est-ce que ça réveille la nuit? Symptômes avec, troubles de vue, nausées, vomissements, gêne à la lumière ou au bruit, nuque raide. Et les facteurs déclenchants, calmants, un trauma, des cas dans la famille, c'est toujours la même enquête systématique en fait. C'est ça. Et à l'examen physique, on va regarder les signes vitaux, la tête, le cou, la sphère ORL, et surtout un examen neuro complet. Et un point crucial souligné dans les notes SIN, le fond d'œil, Pour chercher quoi, Fisker? un œdème papillaire. C'est un gonflement au fond de l'œil qui peut signer une hypertension dans le crâne. Très important à repérer. Mais le point le plus critique avec les maux de tête, ce sont les fameux drapeaux rouges, hein, les signaux d'alarme. Exactement. La plupart du temps, un mal de tête, c'est bénin. Migraine, céphalée de tension. Mais certains signes doivent faire tilt immédiatement. Ils suggèrent une cause potentiellement grave et là, il faut investiguer sans tarder. Les notes en listent plusieurs. Quelques exemples qui marquent. Bah, un mal de tête qui apparaît pour la première fois après 50 ans, un début hyper brutal en coup de tonnerre, une douleur qui s'aggrave de jour en jour sans répit, une céphalée qui réveille la nuit ou qui est pire le matin au réveil. D'autres signes? Oui, si c'est associé à de la fièvre, une perte de poids inexpliquée, s'il y a des signes neurologiques, une faiblesse d'un côté, des troubles de la parole, une confusion, des signes de méningite comme la nuque raide. Ou cet œdème papillaire dont on parlait? Le contexte aussi peut être un drapeau rouge. Bien sûr, un cancer connu, un traitement anticoagulant, un système immunitaire affaibli, tout ça, ce sont des situations où un nouveau mal de tête doit alerter. Donc, face à un drapeau rouge, on ne peut pas juste donner du paracétamol et dire ça va passer. Ah non, surtout pas. Là, il faut des examens complémentaires. En général, une imagerie du cerveau, scanner ou IRM. Parfois, une ponction lombaire, mais souvent, après l'imagerie, pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication. Les notes citent aussi quelques types spécifiques, comme la céphalée en grappe, oui, ou l'hémorragie méningée, l'artérite temporale. Mais l'important, c'est vraiment de savoir reconnaître ces drapeaux rouges. C'est ça qui sauve des vies. La source survole ensuite d'autres sujets, peut-être qu'on peut en toucher quelques mots rapidement, hein. Syncope, démence, psy, communication. Oui, c'est une partie un peu plus dense. Pour la syncope, la perte de connaissance brève. L'idée, c'est que c'est souvent un problème de débit sanguin au cerveau qui baisse d'un coup. Cause cardiaque ou vasovagale surtout, hein. Oui, et les témoignages de ceux qui ont vu la scène sont très importants, drapeau rouge ici. Une syncope pendant un effort, ou s'il y a une histoire de mort subite dans la famille. Pour la démence ou trouble neurocognitif majeur, comme on dit maintenant. L'élément clé, c'est l'impact sur l'autonomie, Mm. sur les activités de tous les jours. Les notes décrivent les grands types. Alzheimer, avec ses fameux A,
Amnésie, aphasie, apraxie, agnosie, vasculaire, accord de l'EUI, frontotemporale. Et on utilise des outils comme le MMSC pour évaluer les fonctions cognitives de façon structurée. En psychiatrie aussi, il y a des acronymes pour structurer le diagnostic, c'est ça? Oui, pour ne rien oublier, MS, IGCAPS pour la dépression, DIG FAST pour la manie, trauma pour le stress post-traumatique, C-FIRST pour l'anxiété généralisée, et des échelles pour le risque suicidaire comme SAD Persons. Toujours cette idée d'être systématique. Et l'examen de l'état mental, avec des cadres comme aseptique, c'est fondamental aussi. Il y a même un protocole pour annoncer une mauvaise nouvelle, Spikes ou épices en français. Tout à fait. Espace. Préparer le lieu, l'intimité. Perception. Savoir ce que le patient sait déjà, ce qu'il veut savoir. Invitation. Demander l'autorisation de donner l'info. Connaissance. Donner l'info clairement sans jargon. Empathie. Accueillir les émotions. Et synthèse, stratégie. Résumer, proposer un plan pour la suite. C'est un guide pour ces conversations difficiles, très centré sur l'écoute et le soutien. Et un petit mot sur le counseling pour finir ce tour d'horizon. Les grands principes. Bien comprendre le contexte du patient, sa motivation. Évaluer ce qu'il sait déjà. Discuter des options, des risques, des bénéfices, des alternatives de manière équilibrée. Viser une décision partagée où le patient est acteur. Et bien sûr, assurer un suivi. Encore une fois, une approche structurée, même pour l'éducation et la décision. Bon, eh bien on a fait un bon tour de cette approche structurée de l'évaluation clinique en s'appuyant sur ces notes de Dieudonné Muggeni pour l'EcoSnack OSCE. On a vu l'importance de partir d'hypothèses, d'utiliser des outils comme DED et PQRSTU sub V pour creuser les symptômes méthodiquement. Savoir repérer les signaux d'alerte, les drapeaux rouges. Et d'appliquer des structures, même pour des choses aussi délicates que l'annonce d'une mauvaise nouvelle avec Spikes. Et ce qui est frappant finalement, c'est de voir à quel point cette démarche, cette façon de penser structurée, elle peut servir bien au-delà de l'examen médical. C'est vrai. Décomposer un problème, organiser la recherche d'infos, repérer ce qui est critique, communiquer clairement, c'est utile partout dans plein de métiers et même dans la vie perso, non? Complètement. C'est une sorte de gymnastique de l'esprit. Pour conclure, une petite réflexion qui m'est venue en lisant une brève mention dans la source sur les 6 piliers de la prévention des maladies chroniques. Ah oui, lesquels? Alimentation saine, éviter les toxiques, tabac, alcool, les liens sociaux, la gestion du stress, le sommeil suffisant et l'exercice régulier. Les classiques, oui. Essentiels. La question qu'on pourrait peut-être se poser, c'est si on choisissait consciemment de renforcer un seul de ces piliers dans notre quotidien, même un petit peu, quel impact ça pourrait avoir sur notre bien-être général, peu importe où on en est aujourd'hui. Juste une petite piste de réflexion. C'est une excellente question pour finir. Appliquer un peu de cette structure à notre propre vie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse avec nous. Merci à vous.